Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 54e numéro, je vais aborder le principe de Pareto, également très souvent appelé loi des 80-20. Bonne écoute! Si vous êtes adepte des démarches d'amélioration continue, vous devez certainement avoir souvent entendu parler de ce principe de Pareto, ou loi de Pareto, ou principe des 80-20, ou loi des 80-20. Bref, tout ça, c'est la même chose. Et en fait, on parle souvent de la loi des 80-20. Enfin, moi, c'est ce que j'entends le plus souvent. À titre personnel, je préfère le terme principe à loi, parce que la loi, ça porte l'idée de quelque chose qui s'applique de façon un peu systématique, automatique, presque sans réfléchir. Or, le principe de Pareto, c'est justement un principe empirique qui n'est qu'un outil d'aide à la décision. Et comme je l'évoquais dans l'épisode 51, un outil reste un outil, tout dépend de la manière dont on l'utilise, et dans ce cas, de la manière dont on l'analyse pour en tirer des conclusions. Et ce principe de Pareto, qu'est-ce donc? Alors, Vilfredo Pareto était un économiste et sociologue italien du 19e siècle qui a mis en exergue à travers diverses études que dans son pays, et dans d'autres d'ailleurs, 20% des personnes détenaient 80% des richesses. Ceci a été repris dans les années 1940 par un ingénieur, Joseph Juran, je ne sais pas comment ça se prononce, qui évoque, lui, directement la loi des 80-20 et présente cette loi, ce principe, comme un moyen de faciliter la séparation entre le vital few, c'est-à-dire les 20% à fort impact, et le trivial many, c'est-à-dire les 80% restants, les sujets de moindre importance, qu'on résume souvent par 20% des causes sont responsables de 80% des effets. D'où l'appellation 80-20. Alors en termes d'application, ce principe se vérifie dans de nombreux domaines. Au-delà des chiffres et de leurs proportions qui peuvent être discutés et qui d'ailleurs sont discutés, la répartition 80-20, ça reste quelque chose de théorique, même si dans de nombreux cas, la réalité s'en rapproche très régulièrement. Et donc on peut retenir que la majorité des résultats ou des impacts sont dus à une minorité de causes. Par exemple, 20% des bugs sont responsables de 80% des plantages de logiciels. 20% des produits vendus réalisent 80% du CA d'une entreprise, le CA, le chiffre d'affaires. 20% des articles en stock représentent 80% du coût de stockage. Ce principe de Pareto est plus souvent pris en compte dans le cadre de la gestion de la relation client, les CRM dont vous entendez peut-être parler. Puisqu'en fait, les programmes de fidélisation permettent de réaliser de plus gros efforts sur les clients les plus fidèles, c'est-à-dire de bien cibler ce sur quoi il faut qu'on travaille. Une fois qu'un client est fidélisé, cela coûte beaucoup moins cher de garder un client que d'aller en conquérir de nouveaux finalement. Donc où est-ce qu'on investit, où est-ce qu'on place notre énergie, notre argent et nos actions? C'est comme ça qu'on définit nos priorités. Là, je vous ai parlé plutôt en matière de production, de marketing, etc., etc. Mais aussi en manière de management stratégique. Juran disait que, en préparant leurs ambitions, les managers expérimentés savent que seuls quelques éléments majeurs sont décisifs. Le reste sera traité par la même occasion en tant que partie de ces éléments. En gros, ça veut dire qu'un bon manager, un bon dirigeant, sait tout de suite, pour beaucoup de gens c'est inné, mais non, c'est pas forcément inné, c'est de l'acquis, c'est du travail, c'est de l'analyse, etc. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Il sait tout de suite où vont porter le fruit des résultats des actions. C'est ça qui fait la différence finalement entre de bonnes décisions et de mauvaises décisions. C'est celle qui apporte quelque chose. Et donc si ces chiffres de 80-20 peuvent être discutés, on dit que finalement Pareto avait plutôt identifié 70-30 et que finalement dans les faits ça serait plus 90-10. Bon voilà, on peut ergoter pendant des heures sur ces chiffres et ces proportions. C'est pas ça le fond du sujet de mon point de vue, c'est que ça offre un point de repère, un moyen pour étudier une problématique et prendre les décisions en conséquence. Et ça met en avant l'importance de travailler sur des actions à forte valeur ajoutée. Alors ce que j'évoque depuis tout à l'heure, ça peut rappeler le champ lexical d'une approche très productiviste, mais finalement, ça consiste simplement à dire est-ce que ce qu'on fait est utile ou non, et est-ce que cela apporte de la performance ? Et d'une manière générale, y compris dans la vie personnelle, personne n'aime faire des choses qui ne servent à rien. Et si on investit du temps, de l'argent, ce qu'on veut bien, dans certains domaines, c'est bien pour que ça nous apporte quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et donc ça nécessite de se poser les bonnes questions sur nos actions. Et de mon expérience, très souvent en audit ou même en accompagnement, je vois des entreprises qui me présentent des plans d'action qui sont en fait des simples listes à l'après-vert de tâches sans identification de priorité.
et finalement qui conclut sur le taux d'avancement du plan d'action dans son ensemble. Par exemple, 87% des actions ont été réalisées, donc on peut conclure à notre performance. Alors qu'en fait, si ça se trouve, dans les 13% non réalisés, c'est là que se trouvent les vraies actions importantes et des vrais sujets de fond pour l'entreprise. Et si on ne raisonne qu'en quantité et non en qualité, le risque, c'est de réaliser des actions faciles, rapides, nécessitant peu de moyens, parce que c'est là qu'il y a moins d'efforts à fournir en fait finalement, et puis on a vite l'impression de cocher des cases et de se dire regardez qu'est-ce qu'on avance bien, qu'est-ce qu'on avance vite, et qu'est-ce qu'on est fort. Ça c'est le sentiment de plaisir immédiat, de cocher des choses sur la to-do list, et ça n'apporte peut-être que peu, voire pas du tout d'amélioration pour l'entreprise dans son fonctionnement, dans son amélioration, dans sa performance. Et quand on n'a pas forcément bien identifié ce rapport 80-20, alors sans parler forcément de 80-20, je reprendrai plutôt ce que disait Juran sur les sujets à fort impact, qu'ils soient de 20% ou autres. Mais c'est là-dessus, sinon on se retrouve avec des entreprises qui disent on a toujours les mêmes problèmes, etc. Mais ils n'ont peut-être pas justement bien identifié les problématiques qu'ils rencontrent finalement en fait. D'ailleurs, on peut avoir l'effet inverse aussi, c'est à contrario des entreprises qui veulent à tout prix atteindre le 100%, alors que les derniers pourcentages finalement coûtent énormément d'argent pour très peu de résultats. Finalement, on a très peu de plus-value par rapport à l'investissement qu'on peut avoir, qu'il soit humain, matériel, financier, en termes de temps, etc. Donc on met beaucoup d'énergie pour finalement avoir peu de résultats. C'est-à-dire qu'on met 80% de notre énergie pour 20% de notre résultat. Ça marche dans les deux sens en fait, ce rapport de 80-20. Donc il faut savoir identifier ces problèmes-là pour finalement s'attaquer à de nouvelles actions à forte valeur ajoutée quand on se rend compte qu'on arrive à un plafond de verre finalement. Si ce plafond de verre doit être brisé, doit être dépassé parce qu'on voit qu'effectivement il y a une vraie plus-value, une vraie valeur ajoutée à le faire, ok. Si on se rend compte que finalement, qu'est-ce qu'on a à y gagner finalement à vouloir grappiller ces derniers pourcentages, ça vaut peut-être pas le coup. Le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle. Et ça, c'est aussi une façon de raisonner et d'avoir une approche stratégique finalement. Donc une fois qu'on a présenté le principe, finalement on peut raisonner sous forme d'un diagramme, d'une mise en forme visuelle. Et sans entrer dans le détail, vous trouverez plein de ressources sur internet sur la manière précise de procéder. Mais en gros, vous prenez un tableur dans lequel vous listez les thématiques, que ce soit les produits, les clients, les dysfonctionnements que vous rencontrez, etc. Vous mettez en face de ces sujets les chiffres correspondants, le chiffre d'affaires, les défauts qualité que vous rencontrez, etc., etc. Vous classez tout ça ensuite dans l'ordre décroissant, puis vous réalisez un cumul des chiffres précédents qu'on met ensuite sous forme de pourcentage par thématique et vous mettez ça en forme de graphique, ce qui vous permet d'avoir un format visuel faisant ressortir assez rapidement les 80-20 et donc d'identifier sans trop de problèmes les domaines à plus fort impact qui méritent une analyse approfondie pour définir les actions correspondantes. Alors peut-être que ce passage-là n'était pas forcément clair, c'est pas facile d'illustrer à l'oral finalement une méthodologie qui se veut une représentation visuelle, mais je vous dis encore une fois, il y a pas mal de ressources sur internet sur la manière de réaliser un diagramme de Pareto, donc vous trouverez facilement la façon de procéder. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, ce principe de Pareto développé et popularisé par Juran, il connaît une variante qui est la méthode ABC, qui est également développée par Juran, avec une troisième classe intermédiaire finalement, en plus des deux autres qui sont donc les sujets de moindre importance et les sujets de fort impact. Il y a une troisième classe qui existe, et c'est une variante qui est utilisée dans la gestion des stocks en fait finalement. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur cette approche Pareto, qui est pour moi un principe, mais qui est souvent érigé en loi, en règle. Mais encore une fois, c'est plus l'état d'esprit et la démarche, la méthodologie qu'il faut avoir en tête, plus que l'application stricto sensu de ces 80-20, et puis c'est indiscutable. Voilà. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que ce podcast vous a plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager, le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile-dans-les-rouages.fr sur lequel vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Je suis également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, en tapant simplement de l'huile dans les rouages. N'hésitez pas non plus à me répondre ou à me poser des questions, compléter mes propos, voire me contredire sur ces mêmes réseaux sociaux. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord de l'huile dans les rouages dédié à l'amélioration continue. C'est un espace en libre accès, une sorte de forum avec divers salons pour publier des contenus, poser des questions, partager des retours d'expérience ou tout simplement échanger. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.